suis enseignant-chercheur et je travaille beaucoup sur toutes les problématiques, comme tu l'as dit, de management, de leadership et également beaucoup de relations clients et de consommation tout court, d'où ce sujet qui est quand même un sujet, d'ailleurs on va le voir, qui dépasse la problématique de la consommation. Plus de 1% des entreprises vont réfléchir aux problèmes de rémunération, par exemple des petits fournisseurs ou des conditions de travail des salariés. Par contre, elles sont 36% à parler de lutte contre le gaspillage et de réduction des déchets et 35% très attachées à l'achat local, qui est vraiment, je le redis, plébiscité aussi par le consommateur. Mais vous voyez que la responsabilité, c'est ce qu'on appelle le triple bottom, c'est l'environnement, c'est bien sûr l'économie, parce qu'il faut continuer à vivre, c'est normal, et puis le social, mais qui est moins bien vu que l'environnement. Alors, la responsabilité sociale des entreprises, là aussi, c'est du point de vue de l'entreprise quelque chose d'important. On le sait, de plus en plus de salariés, même si je l'ai montré, ce n'est pas le critère forcément principal, ont une attractivité plus forte, vont avoir des arbitrages plus importants quand il y a une mise en avant de cette responsabilité de l'entreprise. On a besoin de sens, on dit beaucoup quand on travaille sur la question de management, une marque employeur qui peut être beaucoup plus attractive grâce à la RSE. Et ça, il faut en tenir compte, ce qui n'empêche pas, comme je l'ai dit, les bonnes conditions de travail et le salarié. Donc, dans des contextes de difficultés de recrutement que nous connaissons tous, de tensions de recrutement, l'entreprise a besoin de mettre en avant sa responsabilité sociétale. Malheureusement, beaucoup le font mal. Et on parle à ce moment-là, quand il s'agit de faire mal de façon cosmétique pour l'environnement, on parle de greenwashing. Et quand il s'agit de le faire pour l'aspect social de la responsabilité, on parle de bluewashing. Alors, c'est quoi les actions de greenwashing et de bluewashing? Et je tiens à les mettre en avant parce qu'on va voir que c'est une façon aussi de mieux comprendre en tant que consommateur des choses pour ne pas les mal consommer. Ben, c'est dans les entreprises et ça, c'est issu du bilan de l'ADEME ARPP qui est fait régulièrement tous les ans et qui pointe justement ce que font bien certaines entreprises et beaucoup moins bien d'autres. Alors, quand on parle de greenwashing, par exemple, c'est utiliser des mots vagues sans explication. Voilà, des faux éco-responsables. Alors ça, la cosmétique, c'est très très bien le faire. On va mettre une belle éco-responsable, mais sans justifier. Voilà, je vous ai mis un packaging. C'est mettre en avant quelques services, voilà, qui ont un faible impact sur l'environnement. Ça, on parle d'engagement écologique, mais en fait, tout le reste est extrêmement polluant. Ça va être Total Énergie qui va vous parler de son activité éolienne, mais qui représente moins d'1% de son activité, qui reste tout ce qui est thermique, particulièrement le pétrole. C'est utiliser le vert. Le vert, c'est l'environnement, c'est le bio, c'est le responsable, comme le montre ce visuel d'un produit cosmétique. Voilà, ça, tout de suite, le consommateur est persuadé que c'est l'environnement et c'est confisquer cette couleur verte alors qu'on ne fait rien. C'est avoir des promesses disproportionnées avec les actions réelles. Voilà un déodorant qui nous dit qu'il libère la planète des émissions de serre. Alors qu'en fait, quand vous regardez de très très près ce qu'a fait l'ADEME, il n'utilise pas un microproduit dans les ingrédients du déodorant. Ça va être aussi vanter une fausse exclusivité. Alors qu'en fait, c'est une mesure réglementaire. McDonald's nous fait des pubs en disant c'est la fin du jouet en plastique, c'est fantastique. Bah oui, mais c'est simplement interdit depuis janvier 22 de mettre des jouets en plastique comme cadeau, entre autres, dans les packages McDonald's. Voilà. Ou alors dire on ne met pas de tel ingrédient dans un produit, alors que de toute façon, il n'était jamais présent dans ce produit. Hein. C'est comme, je sais pas, les bonbons très sucrés qui vous disent qu'il n'y a pas de gras. Hein. Ben oui, il n'y a pas de gras dans le bonbon ou Pouillem, ben, il n'y en a jamais eu. Et puis, c'est omettre ce qu'on va appeler les effets boomerang. Donc, on nous parle actuellement beaucoup de la voiture électrique. C'est merveilleux, la voiture électrique, c'est merveilleux. Mais quand vous allez regarder des instituts qui font très sérieusement le travail d'impact sur l'environnement, une voiture électrique qui a une batterie
il faut 300 000 km pour rouler pour qu'on arrive à peu près au même impact qu'une voiture thermique. C'est-à-dire qu'une voiture thermique peut rouler 300 000 km sans plus d'impact qu'une voiture électrique. Parce que la fabrication d'une batterie, avec les produits rares, avec tout ce que ça implique comme impact sur la planète, ben c'est extrêmement polluant. Il faut le savoir. C'est la même chose, par exemple, on n'édite plus du papier, on n'imprime plus. Mais vous le savez, le numérique est une véritable plaie pour l'environnement. Chaque fois que nous nous mettons en ligne, chaque fois que nous faisons une visio, chaque fois que nous allons rechercher un mot de passe que nous avons oublié, eh bien, c'est des impacts énormes, là aussi, sur l'environnement. Et puis, c'est aussi mettre des labels qui n'existent pas, comme sur ce visuel. On va inventer un label, mais qui n'est pas un vrai label. Donc, beaucoup, malheureusement, de greenwashing, de bluewashing, alors qui nous donne bonne conscience quand on achète, qui nous trompe, et qu'il faut savoir décrypter. Les entreprises peuvent maintenant de plus en plus s'y mettre à ces questions de responsabilité avec la loi Pacte de 2019 qui permet de créer ce qu'on appelle des entreprises à mission. Alors c'est risqué, il y en a peu en France, il y en a à peu près 500 actuellement, une seule cotée au CAC 40, Danone. La Maïf a été la première à le faire. Alors, pourquoi c'est risqué? Parce qu'on se rend compte l'entreprise accepte d'être contrôlée par un comité de mission indépendant et par un organisme d'IR indépendant. Ce qui peut créer des tensions entre les attentes des actionnaires, qui eux cherchent en général l'augmentation de leur retour sur investissement, et puis ces fameux comités indépendants. C'est comme ça que le PDG de Danone, qui était extrêmement engagé dans les questions d'environnement et qui avait fait de Danone une entreprise à mission, a été débarqué pour des conflits autour de la rentabilité de l'entreprise. Donc peu d'entreprises prennent ce risque, mais je ne veux pas être trop négative non plus. Il y a des exemples extraordinaires. Beaucoup d'entreprises arrivent à se rendre plus responsables en faisant vraiment des efforts importants pour réduire leurs déchets, leurs impacts, contrôler leur chaîne d'approvisionnement, ou en travaillant, alors par exemple le cas de Back Market sur la seconde main, Too Good To Go, cette application extraordinaire où des magasins proposent des entreprises, des produits en péremption limitée pour qu'ils ne soient pas gaspillés. L'exemple de Patagonia qui a quand même défrayé la chronique récemment avec l'idée de la succession vers des fondations plutôt que de continuer à faire de l'argent au profit de quelques personnes. Et cette réflexion depuis le début sur des vêtements éco-responsables, les nouveaux affineurs qui créent du fromage végétal, Ecoxia qui est une entreprise qui permet d'avoir des habitats avec beaucoup moins d'impact sur l'environnement. Le Green Friday qui est né en réaction au Black Friday. Enfin, on a plein d'exemples formidables. Et la petite photo, c'est ma fierté personnelle. C'est ma fille qui, avec son amie, a monté une épicerie éco-responsable à Montréal avec zéro emballage, que des achats locaux. Et d'ailleurs, qui a énormément de mal à faire vivre son projet parce que, ça coûte cher. Et que beaucoup de clients, à cause des problèmes au Canada, pareil, de revenus, renoncent à travailler. Et ça demande aussi beaucoup d'énergie, renoncent à acheter des produits plus chers. Et ça demande aussi beaucoup d'énergie parce qu'il faut aller avec ses propres emballages, remplir. Mais c'est quelque chose d'extrêmement vertueux. Donc, il y a quand même de très belles choses qui se passent. L'important, je vous ai montré ce triangle, c'est d'arriver à aligner nos valeurs personnelles, si nous les avons, notre envie de consommer responsable avec nos comportements. Et de la même façon dans l'entreprise, c'est aligner ce qu'on dit. On veut être une entreprise responsable, mais le faire dans les actes. Et ne pas créer cet écart entre, je raconte que je suis responsable, mais en fait, je fais du greenwashing ou je fais du bluewashing. Et ça, c'est l'alignement qui est très important. Alors, ça demande certainement de revenir sur un grand récit, c'est le grand récit de la consommation.
Depuis, on va dire à peu près la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est là où tout s'est mis en place petit à petit, avec surtout ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, bien, il y a ce grand récit où consommer, c'est exister. Je disais l'homo consommateur. Voilà, on existe parce qu'on consomme. Consommer, c'est du bonheur. Consommer, c'est combler ses désirs, c'est répondre à ses désirs. Et tant qu'on aura ce grand récit qui existe, eh bien, on aura le Dubai Shopping Festival, on aura cette envie d'avoir plein de produits, alors qu'on rentre chez soi, ben, on entasse, et puis on se donne bonne conscience éventuellement en revendant sur Vinted. Mais Vinted, ben, c'est aussi créer un cercle de consommation sans fin, ou de mettre ça dans des bacs où c'est censé être récupéré, et puis ça finit sur des plages dans des pays africains parce que c'est absolument pas recasable. Voilà. Mais ce grand récit de la consommation, ben, il va falloir il va falloir très sérieusement qu'on le revoie. Alors, quand on y réfléchit, il y a trois grandes visions de la consommation. Il y a « je suis ce que je consomme ». Voilà, c'est ce que je viens de dire. J'existe parce que je sais consommer. La deuxième, c'est « je cherche mon plaisir, mon confort avant tout ». Et c'est ça, réussir dans la vie. Et puis, c'est un troisième type de vision de la consommation. C'est en fait des normes édictées par les institutions ou le jeu de la concurrence. Et c'est des normes qu'on intériorise. Voilà, c'est des normes qui peuvent être poussées à la consommation en permettant beaucoup de choses, par exemple les importations de pays pauvres, mais ça peut être aussi des interdits, par exemple les dark stores qui ont été un développement extraordinaire depuis quelques mois, ont disparu parce qu'on ne leur permet plus de s'installer en ville. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut qu'on fasse… Et on voit bien, pardon, que dans les deux premiers cas, c'est à vous, à moi, consommateurs, de faire nos choix. Voilà. Le troisième, c'est plus dire, après tout, il y a aussi le rôle du politique, il y a aussi le rôle de la justice qui peut jouer, et le rôle des entreprises qui peut peser sur mon comportement de consommateur. En tout cas, ça c'est intéressant de le regarder, est-ce qu'il ne faut pas faire pour avancer dans cette consommation responsable parce que, la planète, l'évolution climatique, parce que 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, il y a un moment où une forme d'impossibilité de continuer comme ça. Alors est-ce qu'on enterre la tête dans le sable, on fait l'autruche, ou est-ce qu'on se dit qu'on va vers d'autres récits? Donc ça veut dire qu'il faut peut-être faire le deuil d'une liberté sans contrainte, où on a tous les choix. Voilà, c'est pas le tout de suite. Accepter de retrouver un désir différé, c'est-à-dire attendre. Alors ce qui est intéressant, c'est que les psychologues nous montrent que le plaisir et la satisfaction, ils sont plus dans l'attente que dans le désir. Et d'ailleurs, des études montrent chez les enfants qu'attendre, les enfants sont beaucoup plus contents que s'ils ont tout de suite. Et puis, c'est valable pour les adultes. Et puis, se dire aussi que le for good ou la bonne volonté ne suffisent pas et qu'en effet, il faut peut-être qu'on passe par des règlements, des règles. Je viens de citer celui du dark store. Ça peut être aussi l'interdiction des véhicules qui polluent plus, parce que la contrainte, elle aide à faire avancer les sujets. Alors, des pistes importantes au niveau de la personne, c'est parce que on va se dire que chaque petit geste compte. Être capable de décrypter tout ce qui est fakes. Donc, je vous ai montré des exemples de greenwashing. Voilà, parce que je ne suis pas en train de me faire avoir. Penser aux effets boomerang. Oui, en effet, j'imprime plus du papier, mais chaque fois que je suis sur Facebook, chaque fois que je fais une petite remarque sur LinkedIn, voilà, ça consomme, ça a un impact sur l'environnement. Donc là aussi, peut-être être plus dans une forme de moins-disant numérique. Penser à sa santé, ça c'est important. Je parlais des États-Unis, le phénomène de l'obésité, mais qui arrive en France, est énorme et bien sûr dû à la junk food, cette junk food qu'on consomme tout le temps, qui fait qu'on consomme des calories vides, qui fait qu'on a tout le temps faim, qu'on mange à tous les moments, qu'on mange dans des emballages jetables. Voilà. Donc, moi, c'est dire
Si je veux garder ma santé, c'est quand même un patrimoine personnel un des plus importants, le plus important. C'est peut-être consommer différemment, justement, plus local, plus bio, plus responsable, consommer moins. Est-ce que j'ai besoin du 10e manteau, la 10e paire d'escarpins, du dernier iPhone, voilà, renoncer à la fast fashion, toutes ces marques, enseignes, Zara, etc., qui nous donnent envie d'acheter toujours. Penser la deuxième vie des produits. Back Market, hier j'avais un spécialiste des deuxièmes vies qui disait que par exemple une entreprise comme Back Market qui recycle des produits technologiques, particulièrement les smartphones, a du mal à trouver des produits à recycler parce que les gens en fait ont peur de laisser, ou pas envie de laisser leurs produits être revendus. Réparer au lieu de remplacer. Alors là, il y a un règlement qui va se mettre en place, c'est intéressant. Et il y a de plus en plus de choses qui vont vers ça, en effet. Pourquoi remplacer ma machine à laver alors qu'en fait, il y a peut-être simplement une pièce. Voilà, ça c'est important. Choisir toujours des alternatives plus sobres. Pourquoi acheter le scandale de l'eau en bouteille en plastique Voilà, l'eau du robinet en France, on a la chance qu'elle soit extrêmement bonne, alors qu'on est en train d'assécher toutes les nappes phréatiques autour des viandes volviques, avec des milliards de bouteilles en plastique qui partent. Voilà, et il peut y avoir des alternatives plus sobres sur beaucoup de sujets. Prendre le train plutôt que l'avion, marcher plutôt que de prendre, ou le vélo plutôt que de prendre la voiture. Réfléchir à ses dépenses en amont pour mieux acheter. Toute la problématique des achats d'impulsion, ou croire qu'on fait des bonnes affaires, et puis en fait se tromper, donc avoir des achats plus réfléchis. Et puis pratiquer le name and shame, c'est-à-dire dénoncer des pratiques comme celles que je viens de montrer, parce que chacun, à son niveau, grâce aux réseaux sociaux, peut dénoncer des pratiques qui sont pas belles et pas responsables. Voilà, et puis chercher certainement à développer une nouvelle attitude de sobriété. Je parlais de récits. Oui, peut-être se dire qu'en effet, dans la vie, on peut avoir des imaginaires plus désirables. Voilà, au lieu d'acheter un plat tout prêt, retrouver le plaisir de faire de la cuisine à partir d'objets non transformés, de produits non transformés. Beaucoup plus respecter les objets, je parlais de les réparer. Avoir d'autres objectifs dans la vie que de faire du shopping ou de dépenser ou de consommer. Se promener, changer, lire, donc trouver de nouvelles attitudes dans la vie, retrouver le plaisir d'avoir envie, je parlais tout à l'heure du désir différé, et puis se dire qu'on ne se réalise pas que dans la consommation. Il y a deux visions de la consommation depuis l'Antiquité chez les philosophes, la vision eudoméniste qui fait grandir et la vision hédonique qui comble les plaisirs. Et c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on passe de « je me fais plaisir, je réponds à mes envies », voilà, qui ne sont certainement pas des besoins, mais je vais plus vers quelque chose de démoniste, c'est-à-dire quelque chose qui m'aide à grandir et à apprendre. Voilà un petit état des lieux, en espérant que dans les années qui viennent, on soit fiers d'avoir une toute nouvelle attitude dans la vie, et qui sera donc cette attitude de sobriété. Merci Isabelle déjà pour tout ce que vous avez pu dire. Moi, je me reconnais totalement dans ce que vous dites. Maintenant, il est vrai que le vrai problème, c'est les individualités. Et là, pour le coup, je vois pas concrètement comment, à part en parler, à part partager, à part communiquer comme vous venez de le faire, on peut évoluer dans nos pratiques. Alors oui, c'est très compliqué, c'est la thématique du colibri. Alors je crois que déjà, il ne faut pas désarmer, se dire que déjà, il faut se regarder devant la glace tous les matins. Donc si on a envie d'une nouvelle attitude, déjà être en phase avec soi-même pour ne pas être dans cette culpabilité dont je parlais et qui crée beaucoup de souffrance, il faut le savoir. Donc déjà, je trie mes objets, je ne prends pas des bains qui durent, je prends plutôt le train, je suis en phase avec moi-même, à condition qu'on ait bien sûr cette envie. Ça, c'est la première chose. Après, en effet, je pense que c'est évangéliser, montrer l'exemple, mais pas en le faisant de façon… je parlais d'une nouvelle attitude. Vous voyez, par exemple, l'autre jour, je lisais des études
où on est en train de se rendre compte peut-être d'une nouvelle fracture sociétale, où des gens qui sont de CSP++, avec beaucoup de moyens, ben peut-être c'est eux qui renoncent à avoir le dernier smartphone, ou même ils renoncent complètement à avoir un téléphone. Vous voyez, donc se dire que on peut être fier de ne pas avoir le dernier smartphone, de ne pas avoir des vêtements très chers ou qu'on renouvelle tout le temps. Et je pense qu'en effet, on peut, par cette attitude fière, montrer l'exemple. Mais où vous avez raison, c'est que des gestes des colibris, ça ne suffit pas. Hein. Et c'est pour ça que je suis pas la seule à le penser. On est plusieurs en regardant l'avenir. L'autre jour, je participais à un groupe de travail des sociologues, anthropologues qui travaillent là-dessus. On pense que va falloir compter du point de vue des entreprises avec la justice et avec le politique. C'est-à-dire qu'on va avoir, peut-être que dans 6 mois, on n'aura plus le droit d'importer des framboises d'Amérique du Sud, comme on n'a plus le droit d'ouvrir des dark stores, comme on doit maintenant avoir un indice de réparabilité, vous voyez. Et ça, il faudrait que ça aille plus vite. En attendant, je crois qu'il ne faut pas désarmer. Hein, les choses avancent. J'ai essayé de le montrer. Beaucoup d'ambivalence, mais voilà, ça va se... Enfin, j'y crois, quoi, ça va se faire. Alors après, j'aurais juste une petite remarque ou question. Oui. C'est que, en fait, moi, je veux bien porter la bonne parole, hein, il n'y a pas de problème, mais objectivement, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de billes pour dire, ben voilà, le fait d'envoyer un message sur Facebook, ça consomme combien réellement? Le fait de laisser son ordinateur allumé en veille la nuit, ça consomme combien réellement? Et du coup, j'arrive pas trop à... Enfin voilà, je trouve qu'objectivement, on manque de données. Oui, et puis c'est pas forcément des données qui parlent énormément. Hein, ça, je reconnais. Hier, j'avais toute une discussion sur la problématique de la visioconférence versus les déplacements. On était entre chercheurs, c'est pour les colloques, est-ce qu'il vaut mieux dire. Et en effet, on était dans un rapport de 1/400. 1 heure de visio, c'est 400 fois moins d'impact. Alors vous voyez, je me rappelle même plus l'unité que sur l'environnement qu'un déplacement Paris-Genève. Mais vous avez raison, hein, ça reste assez énigmatique. Alors il y a des sites qui permettent, là j'en ai pas en tête, j'en ai trouvé de temps en temps, qui nous permettent en effet de consommer, de calculer notre propre impact carbone. Voilà, il faut regarder. Énorme tension entre l'idée qu'une entreprise doit continuer à croître. Alors, je crois qu'il y a 2 choses. D'abord, il faut distinguer le développement économique d'une entreprise, qui est créer des emplois, créer de la richesse, et puis la financiarisation de l'entreprise, qui est là, cracher du cash pour des actionnaires, qui sont des fonds de pension, des actionnaires, etc. Là, c'est le premier clivage qu'il faut avoir. Donc, je pense qu'il faut repenser les entreprises. C'est pour ça que je vous ai parlé très vite des entreprises à mission. Se dire qu'une entreprise, c'est localement créer de l'emploi, c'est créer de la richesse, mais plutôt pour la réinjecter dans du développement, du bien-être, Voilà. Donc, ça, c'est déjà une vision d'entreprise qui peut être très différente. Ensuite, il y a plein d'exemples quand même d'entreprises qui se créent ou qui évoluent en créant des emplois, du bien-être chez leurs salariés, de l'alignement de valeurs, réparer, être dans la réparation, par exemple, proposer, comme je l'ai montré, une épicerie en vrac, faire des circuits courts. Il y a plein de projets qui naissent de ça et qui ne s'opposent pas à l'idée qu'on peut créer de l'emploi et on peut créer de la richesse. Mais c'est vrai que c'est d'une autre nature que de faire qu'être une cash machine et de penser qu'elle est bille dedans. Ça, c'est clair. Dans mon cas personnel, j'ai utilisé les services d'une entreprise justement qui travaille à donc réparer tout ce qui peut l'être en termes d'électroménager. Donc j'ai eu une panne il y a pas longtemps sur un lave-linge qui avait 10 ans. Donc je me suis dit, non, je ne vais pas appeler Darty puisque c'était là que je l'ai acheté. Je me suis dit, j'ai plus de garantie, donc c'est pas grave. Donc je me suis dit, je vais sur Internet, je vais voir si je trouve quelqu'un qui peut faire ça.
dans un autre objectif, en tout cas de réparer ma machine si elle est réparable et de la changer si elle ne l'est pas. Et donc j'ai trouvé une société qui s'appelle Murphy. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est que donc ils vont effectivement, ils viennent chez vous. Donc pour 95 €, ils sont venus chez moi. Ils ont fait un diagnostic très rapidement. En moins d'1 heure, c'était fait. Bon, ils m'ont indiqué manque de peau, que mon tambour était mort et qu'il fallait la changer. Mais sinon, ils proposent ensuite donc de reconditionner plein de machines qui leur sont de machines donc électroménagers au sens large du terme. Ils les reconditionnent, ils les remettent à neuf et après on peut les acheter. Donc du coup avec donc les 95 € que j'ai donc payé de devis, j'ai pu après bénéficier de ce bon d'achat identique, 95 € que j'ai pu déduire d'une machine que j'ai achetée. Et moi, ce qui me gêne, c'est que je trouve qu'on manque d'outils pour avoir des informations sur tout cet écosystème qui est en train de se créer, parce que franchement, c'est sûr, il est en train de se créer. Il y a pas de, pour que plein de choses durent plus longtemps, ce qui était vraiment problématique à l'heure actuelle, c'était de trouver où faire réparer ce genre de choses, en fait. Alors, tu as tout à fait raison et merci de ce témoignage. Tu vois, par exemple, hier, j'étais avec une entreprise qui s'appelle DEALT, D-E-A-L-T, et qui est très récente et qui fait que ça. C'est-à-dire envoyer des experts, faire des diagnostics, travailler en marque blanche. Elle a de plus en plus d'entreprises pour justement travailler la réparation, l'installation, etc. Dartimax, par exemple, pour 10 € permet de faire réparer maintenant 10 € par mois. Voilà. Decathlon a lancé l'idée qu'on peut tout louer. Et en effet, on loue des vêtements de sport, des articles de sport. Et au bout d'un moment, on les reconditionne pour les vendre en seconde main, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est très récent, tout ça. C'est très récent. Et ça répond un peu à Damien. C'est des nouvelles activités qui, je pense, alors il y a toujours un effet boomerang potentiel, hein, c'est pour ça que je marche un peu sur des œufs, mais c'est quand même des nouvelles activités qui arrivent à créer de l'emploi, parce que là, DEALT, c'est 10 000 experts hein, sur la réparation et l'installation. Decathlon, on connaît l'entreprise, et qui arrive à rendre ça compatible avec de la responsabilité en termes de consommation. Et ton exemple, moi je ne connaissais pas Murphy, il est excellent. Voilà, excellent. Alors qu'il y a encore, et ça existe encore, ta machine à laver, le réflexe, c'était j'achète une neuve. D'ailleurs, on avait fait de l'obsolescence programmée parce qu'on m'a bien expliqué qu'il y avait de l'obsolescence programmée simplement sur les cartes électroniques des machines. Voilà, et puis on en achète une neuve, puis l'ancienne, on en fait quoi? On la vire. Alors que maintenant, il y a tout un effort aussi de reconditionnement. Honnêtement, je parlais tout à l'heure du Brésil, parce que j'ai lu des choses sur le Brésil, où j'ai été aux États-Unis cet été, ils n'en ont rien à faire, globalement. Hein. En Europe, vous montez, alors en France déjà quand même il y a une conscience, vous allez dans les pays du Nord, c'est encore plus fort, l'Allemagne, voilà, il y a déjà... Et puis les Africains, par exemple, à qui on dit vous n'avez jamais eu droit à rien, et puis vous aurez droit à rien, quoi. On vous a pourri la planète, alors que leur vision du monde, c'est justement d'avoir un tout petit peu de confort, d'avoir de la climatisation. Donc il y a quand même toute cette prise de conscience. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? Sérieusement, toutes les données du GIEC, alors à moins d'être Trump, fake news, est-ce qu'on a le choix? C'est-à-dire, est-ce que pour nos enfants, on veut continuer de cette façon-là? C'est vrai que les jeunes, tout le mouvement autour de Greta Thunberg montre quand même qu'il y a... Voilà. Mais comme toujours, ils cohabitent des comportements très différents. Par contre, on voit quand même, je vais parler de la France ou de l'Europe, des mouvements, on vient d'en avoir un exemple, de prise de conscience, et puis de se dire que c'est des nouvelles attitudes dans la vie, une nouvelle vision. Voilà. Je vous remercie. Isabelle, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est la loi Pacte, s'il te plaît? Alors, c'est une loi qui a été édictée en 2019 et qui permet de resituer l'entreprise comme une entreprise, comme un objet sociétal, et qui, entre autres, va permettre à l'entreprise d'avoir une raison d'être, au-delà de faire du fric, et d'avoir donc cette possibilité du statut d'entreprise à mission. Et l'entreprise à mission, c'est ce que je disais, c'est dire j'accepte de me faire regarder par des organismes indépendants par rapport à des engagements que j'ai pris, justement en termes de responsabilité sociétale, etc. Donc, peu d'entreprises, je crois que j'ai vu, c'est à peu près 500 entreprises en France l'ont fait, une seule cotée au CAC 40, mais c'est pareil.
l'histoire, par exemple, de Danone n'a pas été un très bon exemple et n'a pas dû donner à beaucoup d'entreprises l'envie d'y aller. Donc, vous savez, enfin, plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y a une chose dans la vie qui est importante, c'est cette vertu cardinale qui est le courage. Voilà, il faut qu'il y ait des chefs d'entreprise courageux, il faut qu'il y ait des consommateurs courageux et c'est pas toujours simple. Hein. Je pense qu'on va quand même vers quelque chose et puis il faut l'espérer, qui nous permettra d'être dans cette forme de responsabilité à la fois environnementale et sociale.